Donc là, maintenant, nous allons commencer et attaquer, si je puis dire, cet après-midi de la recherche descendant l'escalier avec Tiffaine Casitani et Simone Fellinger. Donc il s'agit d'une text battle, je vais vous laisser présenter vous-même. Tiffaine est designer-chercheur à l'École supérieure d'art de Saint-Étienne et de design de Saint-Étienne. Elle est également dans le Co-Design Lab Télécom Paris Tech de l'UMR I3. Et Simone Fellinger est designer, chercheur, ici, au pôle recherche de la Cité du Design. C'est à vous. De ce récit, je ne serai ni le héros, ni l'unique narrateur. Et même je ne saurais dire avec certitude quelle est la personne dont il conte l'histoire. À vous d'en juger. Mais ils forment un tout, et si par moments les faits semblent varier suivant la voix qui parle, eh bien, libre à vous d'en choisir la version que vous préférez. Toutes les données se complètent, aucune n'est fausse. Moi qui opère sur le terrain, ce qui m'intéresse n'est pas d'écrire une histoire, mais plutôt de la modifier en proposant une stratégie de lecture et d'action valable pour un moment donné de notre travail sur le présent. Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel. Il n'y a peut-être qu'une profession qui soit plus factice, le design publicitaire, qui persuade les gens d'acheter des objets dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, afin d'impressionner des gens qui s'en moquent. Information, renseignement, nouvelles que l'on porte à la connaissance d'un public, acte de donner une forme, une structure, une signification ou de réaliser dans une forme sensible. Fiction, invention, feinte, mensonge, imagination, récit, histoire, convention, mais aussi, selon l'étymon latin fictum, ce qui a été façonné, modelé, sculpté. Publicité, caractère de ce qui est public, connu, de ce qui n'est pas secret, réclame, annonce, mais également, et très explicitement, d'après le latin publicar, exposer, donner spectacle. J'ai toujours considéré les équipements de production d'images comme une extension de l'esprit. Je veux que le public pense au pouvoir des images, non seulement en termes de race, mais aussi en termes d'imagerie, qu'il observe la façon dont elle est employée et qu'il tienne compte de son impact social. Comment nous parlons, comment nous pensons, comment nous nous considérons les uns les autres. Je souhaite en particulier qu'ils saisissent comment le film et la télévision ont historiquement produit et perpétué dès leurs origines des images déformées. Le cinéma et la télévision ont commencé de cette manière, et à l'aube d'un nouveau siècle, une grande partie de cette folie demeure encore présente. Nous vivons au milieu d'une masse de déchets sémiotiques, autrement dit de messages, de textes et de codes usagés dont nous ne pouvons nous défaire. Cela se constate pour tout type de messages et donc aussi pour ceux qui sont véhiculés par ces supports signifiants particuliers que sont les objets. Si le système des objets est un continuum de surfaces communicatives, il n'est pas dit pour autant qu'il communique quelque chose. En proliférant de façon incontrôlée, la plus grande variété de formes, de couleurs et de textures peut déboucher sur le plus gris des mondes. Tout est si soft, camarades Dingo et Donald. Que de merveilles faites pour nous par l'architecte, le colonel, d'une super race de maisons et de projets nazis qui ont le culte d'eux-mêmes. Super beau, super riche, super fonctionnel, super vitaliste, super industrialisé, super multipliable. Le réel doit être fictionnalisé pour que nous puissions le penser. Le design, en ce sens, est moins une chose faite au monde extérieur, l'enveloppe externe du corps, comme les vêtements, ou de la société, comme les bâtiments, par exemple, que quelque chose qui amène le monde dans le corps. Je ne sais pas s'il faut définir le mot architecture. Je ne sais pas si j'ai envie de me mettre à crier soudainement. Ce qui rend humain un humain n'est pas à l'intérieur de son corps ou de son cerveau, ou même à l'intérieur du corps social collectif, mais c'est notre interdépendance à des artefacts. Ces artefacts désignés ont autant d'autorité que l'animal que les a apparemment produits.
Je ne sais pas si ce petit tapis va bien à côté du lit. Je ne peux pas faire grève si mon lieu de travail, c'est chez moi. Deux imaginaires de l'espace ont joué un rôle crucial dans l'émergence du libéralisme, dans la dissémination de ses formes impérialistes et coloniales, et ont fondé son désaveu de sa propre violence. L'un de ces imaginaires est l'horizon, l'autre la frontière. Pour moi, vous savez, c'était simplement chez moi. Quel que soit l'endroit où l'on grandit, même s'il peut paraître exotique à d'autres, il n'en reste pas moins que c'est là que se produisent toutes les banalités et indignités habituelles de l'enfance. Chez soi, on est dans la norme. C'est partout ailleurs que c'est merveilleux. Chacun d'entre nous vit dans les limites de son propre monde, mélange du monde dont nous héritons et de celui que nous créons. Cependant, nous avons de temps à l'autre l'occasion d'entrevoir d'autres réalités. Un espace s'ouvre pour se déplacer de la question plutôt figée « est-ce que ce qu'une connaissance en particulier est vraie et comment le savoir ?» à d'autres questions. Qu'est-ce que fait la connaissance ? Sa recherche, sa possession, sa mise à disposition, la réception réitérée de quelque chose qu'on sait déjà ? Comment, pour faire court, la connaissance est-elle performative ? Comment se déplacer au mieux entre ses causes et ses effets ? Les propriétés des matériaux ne sont pas des attributs, mais des histoires. Porter, pousser, entraîner de nulle part vers nulle part, car dans les profondeurs marines, il n'y a pas d'autre repère que plus près, plus loin, plus haut, plus bas. La méduse se balance comme suspendue. Ses pulsations sont légères et rapides, perdues dans les énormes pulsations qui agitent l'océan attiré par la Lune. Suspendue, balancée, palpitante, la plus vulnérable et la plus insubstantielle des créatures. Elle a pour la défendre la violence et la puissance de tout l'océan, à qui elle a confié son être, son devenir et sa volonté. Seul le vide de la porte la rend utilisable. Ce qui existe peut être transformé. Ce qui n'existe pas offre des utilisations sans limite. Elle change, tout ce qu'elle touche et tout ce qu'elle touche change. Changer, c'est toucher, c'est changer. Nous sommes les changeuses. Tout ce que nous touchons peut changer. Nous changer, nous toucher, nous toucher, nous changer. Il y a quelques années, John Naisbitt avait analysé certaines des grandes tendances de la société contemporaine et il synthétisait l'une d'elles en deux pôles, haute technologie et haute sensibilité, high-tech, high-touch. Cette expression signifiait que la pénétration de l'innovation technologique dans l'environnement quotidien n'implique pas que le comportement humain doive se conformer aux nécessités de la rationalité technique, de ses cadences, de ses tendances à codifier les langages et à dématérialiser les relations. L'homme des métropoles occidentales, disait Naisbitt, accepte tout cela, mais en même temps, il l'assimile en adoptant des formes de comportement et de pensée rééquilibrantes, notamment en cherchant à développer d'autres types de rationalité, d'autres rythmes, d'autres modes de relation où serait privilégiée la sensorialité et la présence physique, tactile, des choses et des personnes. Représentons-nous quelques scènes banales. Nous sommes en voiture, dans un embouteillage, ou encore dans un métro bondé, ou sur une plage qu'on croyait quasi déserte et qui grouille de vacanciers. Imaginons un ruisseau couvert de mousse douteuse, une mer envahie d'algues, ou même la plage parsemée d'ordures. Dans ces cas-là, comme dans de centaines d'autres, la polarisation high-tech, high-touch paraît ridicule. Nous ne retrouverons ni la dématérialisation de la haute technologie, ni la haute sensibilité. Rien que des présences encombrantes. Le tout est toujours plus petit que ses parties. La nouvelle nature de la planète, c'est les millions de projets. C'est l'antinature. Des millions de constructions d'architectes et d'ingénierie qui ne sont pas caduques, ni nomades, ni renouvelables, comme les structures et les produits organiques de la campagne, comme les enfilades de plantes, les arbres, les plantations. Elles sont au contraire attachées non organiquement et durement au sol. Elles émettent des signaux hystériques, deviennent gaspillage et transforment les lieux en ruines irréparables. Des millions de projets pour des millions de constructions. Mais quelle est la signification de ces projets ?
dans un environnement qui est visuellement, physiquement et chimiquement bloqué, ce que les architectes, les designers industriels, les planificateurs industriels, etc. pourraient faire de mieux pour l'humanité serait de cesser complètement leur travail. Est utile de demander des permis de construire? Est inutile de regarder des livres de Nietzsche chez les bouquinistes? Est utile de prendre des médicaments? Est inutile de penser à la mort de la bourgeoisie? Est utile d'aller en automobile? Est inutile de croiser les jambes? Est utile de savoir qu'existe la haute technologie? Est inutile de pleurer sur ses propres erreurs? Est utile de donner des bonbons aux enfants indiens? Est inutile de crier pendant les conférences? Ma bouche bouge, mais je ne comprends pas ce que je dis. C'est comme quand il est tôt le matin, que vous êtes assis à la table du petit déjeuner et que vous n'êtes pas tout à fait réveillé. Et vous êtes simplement assis à manger des céréales et à regarder les écritures sur la boîte, sans vraiment les lire, plutôt comme si vous regardiez plus ou moins les mots. Et soudain, pour une raison quelconque, vous basculez dans l'attention et vous réalisez que ce que vous lisez, c'est ce que vous mangez. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Saliver, sécréter des mots. Pas d'eau, pas de naissance, pas de mort, pas de vie. Pas de parole, pas de chanson, pas d'histoire. Pas de force, pas de pouvoir. L'être tout entier est engagé dans l'acte de parler, écouter, tisser, procréer. Si elle ne pleure pas, elle se changera en pierre. Proférer, pleurer, laisser couler pour les franchir. Les couches de pierre au milieu de couches de pierre. Les briser par ses propres mots. Ceci est ma voix, mon arme de choix. Je ne sais pas si j'ai envie de me mettre à crier soudainement. Le monde tremble physiologiquement. Le monde tremble dans son devenir. Le monde tremble dans ses souffrances, dans ses oppositions, dans ses massacres, dans ses génocides, dans ses bonheurs. Le monde tremble et notre pensée doit s'accorder à ce tremblement. Nous ne devons pas imposer au monde des systèmes absolument mécaniques. Nous devons essayer de suivre ce tremblement du monde. Et peut-être que nous trouverons beaucoup plus de vérité que nous le faisons aujourd'hui. On veut pas de notre fric, il est 7h du matin, on est trop déchirés, on vit dans la marge, on vit dans toutes les marges imaginables et on en rajoute d'autres, on est dans la merde. Ce n'est pas de la colère, ça n'a rien d'une émotion. C'est vivre dans la marge, n'importe quelle marge. Autant haïr tout le monde. On ne veut pas de votre fric, on veut Se faire sauter de temps en temps, avoir un peu d'amour dans nos vies, avoir des hôpitaux gratuits. avoir le choix permanent d'au moins un repas non empoisonné par jour. On est tous défoncés, on a des désirs. On a les désirs des autres. Amour, Amour. amour. Voilà pourquoi on est défoncés. Ne construis pas de maison, n'accumule pas, ne mange pas d'autres animaux, n'encourage pas le développement humain, ne segmente pas, n'augmente pas les bénéfices, ne t'améliore pas, n'investis pas, entre dans un hôpital psychiatrique et rejoue la scène centrale de la ferme des animaux. Ne coordonne pas les actions, fouille dans la poubelle, ne prends pas d'assurance, n'écris pas l'histoire, n'organise pas ta journée de travail, réduis ton niveau de rendement, consciemment et inconsciemment. Aucun animal ne boira de vodka absolute. Ne télécharge pas de vidéos sur YouTube. Si tu ne l'as pas déjà fait, ne te reproduis pas, ne te modernise pas, n'utilise pas la communication de façon stratégique, ne prévois pas le futur. Essaye de faire le moins de choses possible en un maximum de temps. Ne cherche pas à améliorer ta productivité. Entre dans une maison de retraite et rejoue la scène centrale de la ferme des animaux. Ne rends aucun compte. Admire le savoir que les autres n'appellent pas connaissance. Ne digitalise rien. Ne laisse pas de traces. Envoie un mot à tes concurrents. J'arrête. Bonne année. N'augmente pas l'infrastructure logistique. Choisis la vie plutôt que la prolongation scientifique de l'espérance de vie. Je ne sais pas si je dois parler de tout sans fin. Je ne sais pas si je désire imposer mes idées. Je ne sais pas si je voudrais mourir oublié. Je ne sais pas si je dois organiser avec méthode mes théories.